Ouais, alors je remercie Pierre-Yves d'avoir si gentiment intitulé la conférence avec un titre qui fait écho au titre de mon roman, parce que c'est un roman, et c'est avant tout un roman, même si effectivement il plonge dans la politique des 30 dernières années. Le roman commence en 88, au moment de la deuxième élection de François Mitterrand à la présidence de la République, et il se termine en octobre 2017, c'est-à-dire juste après l'élection d'Emmanuel Macron, donc pour la dernière présidentielle. Euh, Pourquoi le roman? Parce que j'en avais déjà écrit deux, et puis que, étant donné que je suis autrement spécialisé dans la chronique politique, à Causeur, au Figaro Vox, un petit peu moins à Marianne, mais un petit peu à Marianne quand même. La fiction, depuis 5 ans, est devenue une autre de mes activités. La fiction politique, en tout cas. Mon premier roman était une uchronie qui essayait de raconter d'une manière assez joyeuse l'élection présidentielle et la suite de 2012, si Dominique Strauss-Kahn n'avait pas été empêché par une affaire dans un hôtel new-yorkais qui s'intitulait Le bruit de la douche. Et puis, le bruit de la douche, parce que Nafissatou Diallo entend le bruit de la douche et donc fait chemin retour, et donc le laisse pas reprendre son avion. Voilà. C'est un ouvrage que j'avais à l'époque publié aux éditions Michalon. Puis j'ai écrit un deuxième ouvrage, pas un second puisqu'il y a eu le troisième, un deuxième qui s'appelait Dérapage, et qui lui explorait un petit peu la société médiatique et la manière dont elle lynche, notamment via les réseaux sociaux. Je crois que c'est Alain Finkielkraut qui a eu un mot récemment, qui s'appelait chaque semaine un M le maudit. Donc c'était un petit peu ça que j'avais fait, j'avais sorti en 2017, où il y en avait un chroniqueur qui, suite à un dérapage sexiste sur un plateau, se devenait la cible des meutes numériques 2.0. Voilà. Et donc, Le regard perdu est effectivement un roman beaucoup plus ambitieux, puisque déjà il fait presque 500 pages. Et j'ai un ami qui a trouvé un mot, j'ai trouvé assez révélateur, et finalement qui a bien résumé ce qui avait été non pas mon ambition, parce que quand on commence un roman, on ne sait pas vraiment ce qui va en sortir, hein. S'il y a des personnages à gérer, donc c'est pas du tout. Il expliquait que que ce roman résumait la quintessence du côté dépressif du séguinisme. Alors, finalement, je trouve qu'il a eu, il a eu un mot. Le séguinisme, dont je suis issu moi-même, est dépressif, est une dépression qui en plus continue après le décès de Philippe Séguin, ce qui est quand même ce qui est quand même très embêtant. Et effectivement, mes personnages et moi-même, on a quand même beaucoup du mal à s'en remettre. Donc pourquoi ces guerres perdues? Pourquoi les souverainistes perdent leur guerre? Je crois que justement la manière dont j'ai souhaité le faire par la fiction montre que c'est avant tout des histoires humaines, et parfois des circonstances. Parce que en m'attachant à l'écriture de ce roman, je pensais trouver la réponse au bout. Et en fait, on n'a pas vraiment de réponse définitive. On a des épisodes qui nous montrent des faiblesses humaines à un moment donné. Alors Philippe Séguin notamment,
Philippe Séguin, on peut citer trois moments où Philippe Séguin a manqué, on va dire, de caractère. C'est dans la dernière ligne droite du référendum de Maastricht, où il a été conditionné, notamment au moment du débat, par l'état de santé de François Mitterrand. Et on explique d'ailleurs, Philippe Séguin, je crois, j'en suis même certain, le relève dans ses propres mémoires qu'il a fait paraître en 2003 ou 2004, qui s'appelait Itinéraire d'un... Voilà. Ouais, ça commence par itinéraire. Il parle de la France d'en bas et d'en haut aussi. Son titre, je ne me souviens plus exactement, c'était un long titre. Voilà. Donc Philippe Séguin, dans ses mémoires, explique qu'effectivement, il est un peu conditionné par la manière dont François Mitterrand montre son cancer. D'ailleurs, François Mitterrand se fait opérer le 16, autour du 15 ou du 16 septembre, alors que le référendum a lieu le 20 septembre 92. Donc à ce moment-là, il ne lui est pas rentré dans l'art, on va dire les choses directement, et sans doute, il y a eu une occasion manquée. La deuxième occasion manquée, c'est sans doute pour les mêmes raisons, c'est-à-dire un respect de la fonction présidentielle qui chez lui était... alors aujourd'hui, le respect de la fonction présidentielle, on n'en est plus là. Philippe Séguin, il avait ça. Il respectait beaucoup la fonction présidentielle et aussitôt que Jacques Chirac est devenu président, alors qu'il avait l'occasion de le tuer politiquement, après la fameuse dissolution, catastrophe de 97, il prend le RPR et normalement c'est lui. Et ça ne va pas être lui parce qu'il va céder et qu'il va s'effacer devant Chirac. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai lâché, personnellement, parce que je me suis dit tout ça pour ça. Il avait cessé d'être séguiniste, donc j'ai arrêté de l'être moi-même. Et puis le troisième moment, où je pense qui est sans doute plus anecdotique de prime abord, mais qui, je pense, est une occasion manquée formidable. C'est 2002, quand il ne rejoint pas Jean-Pierre Chevènement, alors que tout l'y conduisait. Au mois de janvier, Jean-Pierre Chevènement est à 13%, 14% dans les sondages. Si Philippe Séguin le rejoint à ce moment-là, l'histoire change. L'histoire change, ça aurait été un coup de tonnerre politique. Jean-Pierre Chevènement serait monté de 4 ou 5 points et il aurait été devant, à la place de Jean-Marie Le Pen, qui là, pour le coup, serait resté en dessous des 10. C'est parce que Chevènement n'a pas eu cette aide, puis n'a pas pu aller au bout de son dessein d'aller au-delà des Républicains des deux rives, que finalement il est redescendu à 5 et c'est Le Pen qui est monté à 16 ou 17. Donc voilà, je pense que c'est une occasion manquée. Si Séguin soutient Chevènement, l'histoire change et peut-être Jean-Pierre Chevènement aurait été élu président de la République, ce qui aurait changé beaucoup de choses. Après, on a eu je pense, les souverainistes, aussitôt qu'on a perdu Pasqua, Séguin et Chevènement. Chevènement parce qu'il avait fait que 5%, c'est terminé. Séguin parce qu'en plus il est décédé quelques années plus tard. Pasqua a été rangé des voitures également. Et malgré la victoire du non en 2005, qui nous a été volée 3 ans après par Nicolas Sarkozy, je pense que les souverainistes là ont manqué, ils n'avaient plus de leader, mais ils ont aussi manqué de caractère. Je pense qu'en 2007-2008, le coup qu'on nous fait, c'est-à-dire quand même piétiner notre vote,
ça doit être le mouvement des Gilets jaunes 10 ans avant. Et je me souviens avoir distribué des tracts à cette époque-là, et je voyais beaucoup d'électeurs du non qui étaient totalement résignés. C'était entre la résignation et la colère froide. Ben, cette colère froide, finalement, elle a éclaté 10 ans plus tard, parce que le mouvement des Gilets jaunes et tout ce qu'on a aujourd'hui, je pense que parfois on dit que c'est excessif, on est en dictature, etc. Mais il y a eu un coup d'État, il y a eu un viol démocratique. Il y a eu un viol démocratique et ben il y a, vous savez, on parle beaucoup dans les milieux féministes du trauma quelques années plus tard. Et ben là, je crois qu'on a eu ça. On a eu un espèce de trauma du viol démocratique 10 ans après. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans la situation qu'on est, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont très en colère, qui ont l'impression de ne plus être en démocratie. Et ils sont plus en démocratie parce qu'ils ne sont plus souverains. Et ça peut partir dans tous les sens. Ça peut partir en guerre civile. Voilà, je vais finir là-dessus. C'est pas on repart sur le côté Prozac qu'évoquait Pierre-Yves en introduction. Voilà, pourquoi les guerres ont été perdues, c'est voilà, des hommes et notamment Philippe Séguin, qui était sans doute le plus grand d'entre nous. Je vais pas dire le meilleur d'entre nous parce que c'est trop connoté. Et puis, pour le coup, celui qu'on a appelé meilleur d'entre nous était loin d'être le meilleur d'entre nous. D'ailleurs, Chirac avait dit probablement, hein, il s'était laissé une marge. Et puis ensuite, c'est les souverainistes en général qui se sont égayés dans la nature et qui n'ont pas eu le caractère pour se révolter, notamment donc en 2007-2008. Voilà. Février 2008 était quelque chose. Il aurait dû avoir quelque chose de très fort dans la rue. Voilà. Et il n'y a pas eu. Voilà. Bien, je vais commencer par faire un petit peu de théorie. Qu'est-ce qu'on entend par être souverainiste aujourd'hui? Parce qu'on entend un peu tout et son contraire quand on entend les médias. Il y a des personnes qui sont qualifiées par les médias comme étant souverainistes qui ne le sont pas. D'autres qui sont souverainistes qui refusent d'être désignés comme tels. Donc au bout d'un moment, il faut quand même essayer de définir ce qu'on entend par là. Puis ce qui nous permettra après de définir un petit peu le rapport des forces au sein du champ politique. Et puis après, dans un troisième temps, de définir comment les souverainistes peuvent s'entendre et comment on peut essayer de faire évoluer le champ politique en termes de rapport de force. Parce qu'un champ politique, c'est d'abord des rapports de force avec un certain nombre de personnes qui sont dans ce champ. Il y avait des luttes de pouvoir et un certain nombre de manipulations qui font qu'en fait, c'est très difficile des fois de s'entendre, même si on a des bases idéologiques à peu près équivalentes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par être souverainiste aujourd'hui? Quelqu'un peut être qualifié de souverainiste quand il met au centre de son combat politique la reconquête de la souveraineté nationale. Il est bien beau de parler de nation, de France, etc. On a un certain nombre d'hommes politiques qui ne cessent de parler de nation et de France, mais quand il faut voter les traités européens, ils sont là toujours pour les voter et ils ne combattent pas pour cette souveraineté. Donc le principe de mettre la souveraineté au sein du débat politique, c'est justement essayer de clarifier un petit peu les choses dans un univers politique où il y a beaucoup de manipulations, beaucoup d'appellations qui changent. Je ne sais pas si vous avez remarqué notamment les appellations des nouveaux partis politiques. Ça ne relève plus de lexique politique, ça relève presque de la thérapie comportementale. On parle d'agir, de libre, de en marche. Donc on est en fait... il y a un besoin de clarification déjà au sein du débat politique. Et définir les termes, c'est aussi déterminer les termes d'un combat politique. Si on n'est pas d'accord sur les termes, si on n'est pas d'accord sur ce que parler veut dire, on ne peut pas combattre. Donc, définir le souverainisme, c'est d'abord la reconquête de la souveraineté nationale qui a été perdue à la suite d'un certain nombre de traités, notamment à partir de 1992, où la France a lâché un certain nombre de souverainetés dans un certain nombre de domaines. Ça permet aussi de voir que on est dans un champ politique extrêmement mouvant. Avant les présidentielles de 2017, le Front National, le Front National de l'époque, avait une place claire dans le champ souverainiste. Aujourd'hui, l'a-t-il encore? C'est un vrai débat.
quand on ne veut plus sortir de l'Europe, on ne veut plus sortir de l'euro, qu'on ne combat plus pour la souveraineté monétaire, est-ce qu'on combat encore pour la nation? Est-ce qu'on fait partie du camp national quand on ne veut plus combattre pour avoir une monnaie libre et indépendante? Donc ça, c'est un vrai souci. Donc, c'est pour ça aussi que le débat a été en partie vrillé. Il y a un certain nombre de personnes qui combattaient tous les jours pour la souveraineté, mais refusaient d'être qualifiées de souverainistes parce qu'on considérait que le Rassemblement national, le Front national, était souverainiste et que c'était lui qui organisait le débat politique. Donc, il y avait un certain nombre de personnes qui combattent pour la souveraineté nationale et qui disaient « Ah non, mais moi, je ne veux pas être qualifié de souverainiste, il y a le Front national, je ne veux pas être dans le même camp qu'eux, etc. » J'ai eu encore ce débat récemment avec des royalistes à ce sujet, qui refusent d'être qualifiés de souverainistes parce que... Alors, maintenant, à partir du moment où le Rassemblement national ne se situerait plus dans le camp souverainiste, puisqu'ils ne combattent pas pour une monnaie unique, pour une monnaie nationale, et qui ne sont plus quelque part dans le camp national, ça modifie le champ politique. Les données ne sont plus les mêmes. Quand on veut combattre qu'on est dans le combat pour national, est-ce qu'on n'accorde plus la même place au Rassemblement national, puisque en termes d'alliance, alors qu'on considérait à une époque qu'on devait obligatoirement passer par le Rassemblement national ou par le Front national, pour obtenir une victoire politique et pour obtenir la victoire du camp national, aujourd'hui, on peut se poser la question. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, et ça permet de comprendre aussi pourquoi les souverainistes perdent leur combat, c'est qu'on entre en souverainisme pour différentes raisons. Tout à l'heure, nous a été présenté le cas de Philippe Séguin. Philippe Séguin, il entre en souverainisme pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il considère que c'est un principe politique quasi philosophique. Un combat politique, il faut être indépendant, il ne faut pas se faire dicter des directives par des institutions internationales, par une banque européenne, etc. Il faut être indépendant et maître chez soi. C'est un principe politique et un principe philosophique. Marie-France Garot, c'est pratiquement la même chose. Elle rentre en souverainisme pour des raisons politiques. Quand vous rencontrez un certain nombre de personnes qui sont dans le camp souverainiste aujourd'hui, ils ne sont pas rentrés pour ces raisons-là. Il y a un certain nombre de personnes qui sont devenues souverainistes pour des raisons culturelles, parce qu'ils considèrent que aujourd'hui, leur combat principal, c'est le combat de l'identité nationale. Et que pour sauvegarder l'identité nationale, il faut absolument être souverain. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui sont classés comme identitaires. Alors, tous les identitaires ne sont pas souverainistes, mais qui sont souverainistes parce que leur premier combat, c'est le combat pour l'identité. Et de ce fait-là, ils vont peut-être avoir des difficultés à discuter avec les souverainistes de type politique, parce qu'ils sont obsédés par ce combat-là. Et donc, du coup, notamment sur l'immigration, ils ont des idées très particulières sur lesquelles un certain nombre de souverainistes politiques peuvent se retrouver, mais ils sont obnubilés par ça. Vous avez d'autres personnes qui sont rentrées en souverainisme pour d'autres raisons. Pour des raisons économiques, par exemple, un certain nombre d'économistes, lors du moment du débat sur l'euro, se sont rendus compte qu'on allait de travers, et pour des raisons, en travaillant sur l'économie, se sont aperçus qu'il fallait redevenir souverain parce que la France allait droit dans le mur. Et donc, c'est en tant que souverainiste, c'est en tant qu'économiste au départ, qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là. Et ils sont rentrés dans le souverainisme pour des raisons liées au débat économique. Et vous avez un quatrième type de souverainistes qui sont rentrés pour des raisons qu'on va qualifier de sociales. C'est toute une partie de la gauche. Donc vous avez, au sein des souverainistes, un certain nombre de personnes de gauche, dont les noms vous diront des choses. C'est par exemple toute la gauche anticapitaliste, une partie de la gauche anticapitaliste, des candidats à l'élection présidentielle, par exemple de Daniel Gluckstein et Gérard Chivardi, qui sont des trotskistes,
qui sont pour le Frexit, qu'ils appellent un Frexit progressiste, qui sont clairement des souverainistes, donc qui ont un retour à la nation, d'une certaine façon, qui considèrent que la nation, c'est le bouclier des humbles, et qui, pour protéger l'intérêt des travailleurs, il faut qu'il y ait, dans un premier temps, un retour à la nation. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec les frontières libres, il faut arrêter avec l'internationalisme classique, il faut un retour aux frontières, parce que pour protéger le droit des travailleurs et pour construire un véritable socialisme ou un certain communisme, il faut revenir aux frontières. Et donc, pour revenir aux frontières, il faut faire un Frexit. Donc ça, c'est toute une partie de la gauche anticapitaliste, avec soit la mouvance trotskiste, c'est à trouver les trotskistes lambertistes, donc avec ce qu'on appelle le Parti ouvrier indépendant et démocratique. C'est quand même plusieurs milliers de militants. Hein. Ouais. Ils sont peut-être pas dans cette salle, mais toujours est-il qu'ils combattent pour ça. Vous avez aussi le Parti de la démondialisation, Jacques Nikonov, qui aussi, quelque part, ils sont entrés en souverainisme pour des raisons liées au social, le combat pour une certaine forme de socialisme. Après, aussi pour des raisons politiques, aussi économiques. Hein. Des fois, il y a un petit partage. Et vous avez aussi une partie de la mouvance communiste, des anciens qui ont quitté le Parti communiste. Alors souvent, c'est des communistes orthodoxes qui ont quitté le Parti communiste pour des raisons aussi avec la même analyse, avec un retour à la nation. Vous avez la principale organisation, c'est le pôle de renaissance communiste en France. Vous pouvez aussi regarder les travaux d'un philosophe qui s'appelle Georges Gastaut. Vous trouvez très, très régulièrement sur YouTube, qui explique pourquoi aussi un retour à la nation, et il veut mêler le drapeau rouge avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Et donc, on revient à notre thème global. Pourquoi il y a des difficultés pour les souverainistes à s'unir aussi? C'est parce qu'ils sont entrés en souverainisme pour des raisons différentes. C'est-à-dire que quand on entre en souverainisme parce qu'on veut, in fine, sortir du capitalisme, eh bien, on a plus de difficultés à discuter avec des communistes, avec des souverainistes qui sont identitaires, qui sont entrés en souverainisme pour des raisons culturelles. Donc, le réseau d'alliances, et pour faire triompher le camp souverainiste, eh bien, c'est plus difficile parce que les personnes, toutes ces personnes-là, sont entrées en souverainisme pour des raisons très différentes. Et ils ont beaucoup de mal à se parler pour ces raisons-là. Ils arrivent, par exemple, à discuter. Quand on voit un peu les alliances qui sont faites, ces dernières années, par exemple, il y a des communistes qui sont rentrés en relation avec des gaullistes, avec cette intention, cette référence au Conseil national de la résistance, en disant, après la Seconde Guerre mondiale, on a pu s'entendre, donc on est capable de pouvoir discuter entre nous. Donc il y a des tentatives d'union qui ont été faites. Voilà. Une des difficultés, c'est après, on peut revenir là-dessus aussi, mais quand on travaille en termes d'électorat, on s'aperçoit aussi que les souverainistes, ils fonctionnent mieux dans la France périphérique. Donc ils ont des suffrages plus importants dans les milieux les plus pauvres et dans les milieux de la France périphérique. Et dans les grandes villes, ils ont beaucoup plus de mal à avoir parce que la ville, quelque part, mais ça, les travaux qui ont été faits récemment par toute une série de sociologues, par Christophe Guilly et par Jérôme Fourquet, dans les grandes villes, on ne vote pas souverainiste, on a beaucoup plus de mal à voter souverainiste, parce qu'on est plus intégré à la mondialisation. Je fais une étude dans mon dictionnaire aussi. Ça, c'est très intéressant, par exemple, quand on s'intéresse au département du Var. Eh bien, toutes les côtes du Var, toutes les villes des côtes du Var, eh bien, elles ont un rapport avec la mondialisation qui sont différentes. Puisque régulièrement, il y a des touristes qui viennent. C'est des villes supposées plus ouvertes. Eh bien, elles ont tendance à voter plus facilement Macron que Marine Le Pen ou Mélenchon, et encore moins Asselineau. Et par contre, dès qu'on va à 30 km à l'intérieur des terres, les souverainistes, le message souverainiste fonctionne mieux. Donc il faut tenir compte aussi de cette géographie électorale. Il faut tenir compte de ça, avoir ça en tête,
pour arriver à comprendre comment les combats souverainistes peuvent triompher. Ils ne peuvent pas triompher partout. Ils peuvent triompher lorsque, là aussi, pour reprendre une thématique un peu marxiste, quand il y a des conditions objectives sont réunies. Pour que ce combat pour qu'il puisse triompher, il faut que les conditions objectives soient remplies. Donc voilà un petit peu, c'était mon introduction, comment on peut essayer de voir un peu les choses. Après, il y a eu des tentatives d'unification au sein du courant souverainiste. Le terme de souverainiste apparaît dans le lexique politique français à partir de 1997-98. Et en 1998, un Conseil national du souverainisme apparaît. C'est Jacques Doher, un certain nombre l'indépassable Paul-Marie Couteau, qui s'attelle à cette tâche. Qui s'attelle à cette tâche-là à ce moment-là. Il entre en relation avec des chevènementistes et Autexier qui apparaît aussi. Il y a des royalistes aussi qui s'intègrent à ce Conseil national souverainiste et qui va avoir des difficultés en 2002 au moment des élections présidentielles. Donc ce travail-là, il a déjà été fait. Est-ce qu'il peut être fait aujourd'hui? Avec qui? Dans quelles conditions? Quelque part, peut-être François Asselineau, lors de sa dernière réunion, à un moment du Brexit, s'est attelé à cette tâche, on va voir. Vous voulez vous tenir au courant de nos événements? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.